Alain Juillet, bienvenue chez Livre Noir. Bonjour. Vous êtes l'ancien haut responsable à l'intelligence économique auprès du Premier ministre. Vous êtes aussi l'ancien directeur du renseignement de la DGSE. Selon la tradition de l'émission, nous allons commencer par une citation, cette fois de Sun Tzu. Je cite « Qui ne connaît pas l'autre, mais se connaît lui-même, pour chaque victoire connaîtra une défaite ». Alain Juillet, est-ce que nous connaissons suffisamment nos adversaires ? Non. C'est un des gros problèmes. C'est d'ailleurs curieux de voir au moment où il y a une diffusion des informations de manière colossale, au niveau mondial. Enfin, les données sont multipliées tous les jours. Enfin, on a accès à quantité d'informations. C'est étonnant de voir qu'on manque encore beaucoup de renseignements sur l'adversaire, sur l'ennemi. Et du même coup, on fait des erreurs de jugement ou des erreurs d'appréciation parce qu'on n'a pas regardé exactement ce qu'il était. Mais ça vient à la fois du fait que nous n'avons pas les bons renseignements, mais ça vient aussi du fait qu'on n'interprète pas les renseignements comme il le faudrait. Donc il y a les deux aspects, si vous voulez, l'aspect information à récupérer, mais également le traitement de l'information qui est parfois défaillant. Mais qui est l'adversaire ? L'adversaire, c'est tous les ennemis de la France. Les ennemis de la France, c'est tout le monde. Tout le monde. Pour moi, si vous voulez, je cite toujours, c'est ce que disait Churchill, mais qu'après a repris le général de Gaulle, qui disait « Un pays n'a pas d'amis, il peut avoir des alliés temporaires, et il a des ennemis. » Et c'est clair, nous n'avons pas d'amis. Si vous voulez, il faut être une fleur bleue, un innocent, et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui, pour s'imaginer que les pays autour de nous sont là pour nous aimer, pour nous aider, pour nous appuyer. C'est pas vrai. Chacun essaie d'assurer sa position, de développer sa position au détriment des autres, puisque de toute manière, l'un ne peut progresser que quand les autres baissent. Donc c'est clair. On ne progresse pas tous ensemble, la main dans la main, ça c'est pas vrai. Ça n'existe pas, sauf dans les romans. Vous l'aurez compris, durant cet entretien, nous allons échanger principalement sur le renseignement, sur la guerre en Ukraine, la Russie, les États-Unis. J'en profite pour remercier nos fidèles auditeurs. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à commenter, partager, aimer cette vidéo. C'est très important pour le référencement. Le 25 mars, Vladimir Poutine a annoncé le déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Pourquoi fait-il cela ? Est-ce que c'est du chantage nucléaire ? Non, absolument pas. Non, là encore, là, on est typiquement dans le renseignement biaisé, ou si vous voulez, l'information biaisée. Tous ceux qui parlent de ça oublient que l'OTAN, donc les Américains, puisque l'Amérique dirige l'OTAN, l'OTAN a mis des armes nucléaires tactiques tout le long de la frontière dans les pays autour. Donc, si vous voulez, en réalité, ce que fait Poutine, c'est répondre à quelque chose qui existe depuis longtemps de l'autre côté. Et d'ailleurs, il faut bien regarder. Qu'ont dit les Américains ? Nous, on sait tout de suite, on a dit c'est pas bien. Mais qu'ont dit les Américains ? Et tout de suite, les Américains ont dit non, c'est pas fait. Et on voit bien qu'en réalité, c'est une manœuvre, c'est une opération d'influence et de communication qui est faite par les Russes, qui disent attention, comme toujours, ils disent aux Européens, aux Occidentaux, n'allez pas trop loin, parce que, vous savez, c'est ce qui a été passé quelques jours avant. Il y a eu sur l'uranium appauvri. Les Russes ont dit, ne tirez pas des obus à l'uranium appauvri, sinon on fera pareil. Bon, pourquoi ? Parce qu'ils ont appris qu'on allait envoyer des obus à uranium appauvri qui ont été utilisés, il ne faut pas l'oublier, en Afghanistan et surtout en Irak, il ne faut pas l'oublier, par les Américains. Mais qui pose des problèmes, parce qu'il y a effectivement avec l'uranium, ça pose un certain nombre de problèmes, comme vous pouvez vous en douter. Et donc là, les Russes ont dit attention, ne tirez pas n'amenez pas des obus à uranium, parce que sinon, nous aussi, on amènera les nôtres. Donc on voit bien qu'en réalité, dans cette affaire, et c'est souvent le cas depuis le début de cette guerre, il y a des annonces qui ne sont pas suivis des faits, mais qui sont simplement pour dire à l'autre, attention, tu as des muscles, mais moi aussi j'en ai. Donc si tu t'amuses à ça, je peux faire pareil. C'est d'ailleurs une des composantes de cette guerre. Dans cette guerre, vous savez, la guerre d'Ukraine, c'est une guerre hybride. Mais quand les gens ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire hybride, ça veut dire qu'une guerre hybride, c'est une guerre dans laquelle on utilise tous les moyens pour gêner l'adversaire. Et parmi les moyens, vous avez l'économique. On l'a vu, nous on a mené une guerre économique qui n'a pas très bien marché, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on la mène.
Il y a une guerre militaire, par intermédiaire, hein, avec les Ukrainiens, et puis il y a une guerre d'influence, et dans laquelle on joue les uns contre les autres. On l'a vu à l'ONU, quand les Occidentaux, donc l'Europe et les États-Unis ont dit il faut voter contre la Russie, et qu'on a vu que la majeure partie en population des pays du monde a dit non, nous on vote pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pour la guerre, ça veut dire on ne vote pas avec vous, ce qui est tout à fait différent. On est dans des opérations d'influence. Et où chacun dit, moi voilà ma position, il ne faut pas aller plus loin. Et donc pour vous, il y a danger ? Non. Alors je ne crois pas une seconde à la... Vous me direz, on ne sait jamais. Mais dans l'environnement actuel, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une guerre nucléaire, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a eu une rencontre près d'Ankara, il y a maintenant 1 an, entre le patron des services américains et le patron des services russes, on l'a su par Erdogan, dans laquelle ils se sont bien mis d'accord. Ni d'un côté ni de l'autre, nous n'utiliserons le nucléaire. Et la deuxième, c'est la réunion de Yiping avec Poutine à Moscou il y a quelques jours, où ils ont dit de nouveau, on n'utilise pas l'arme nucléaire. L'arme nucléaire, c'est une dissuasion, on ne l'utilise pas. Donc on voit bien, et en définitive, je pense que la déclaration de Poutine, c'est la suite de celle de la déclaration avec Yiping. Avec Yiping, il dit... Le nucléaire, c'est uniquement de la dissuasion, donc on ne l'utilise pas. Hein. Mais derrière, il dit aux Européens et aux Américains, si vous aviez l'envie de l'utiliser, sachez que nous, on pourra répliquer, et pour ça, on est prêt à mettre des missiles, des canons pouvant tirer des charges, ou des missiles pouvant tirer des charges nucléaires dans les pays proches. Donc on voit bien que c'est une question dont chacun dit à l'autre, attends, ne fais pas ça, parce que sinon, moi aussi, je peux répondre. On revient toujours à la même chose. Vous avez parlé d'une guerre hybride. Oui. Plus d'1 an après donc, le début de cette guerre, comment vous percevez l'évolution finalement de cette guerre ? Est-ce qu'il y a escalade ou pas ? Non, il n'y a pas escalade. Enfin, il n'y a pas escalade. Pour vous, ça reste un conflit régional ? Ça restera un conflit régional parce que personne n'a intérêt à ce que ça sorte du conflit régional. Mais ça peut devenir un engrenage aussi. Mais non, mais c'est pas l'intérêt, si vous voulez. Que personne ne maîtrise. Mais oui, mais je crois qu'il faut arrêter de croire que les dirigeants sont des abrutis. Qui sont fous. Ils sont pas fous, les dirigeants. Ils sont comme les autres. Aucun dirigeant du monde n'a envie de se prendre une bombe nucléaire sur la figure, dont il sera évidemment une victime. Il faut se mettre ça dans la tête. Or, chacun sait que s'il y en a un qui tire une bombe, de toute manière, l'autre aura au moins le temps de tirer une. Donc, dans tous les cas de figure, on se retrouve dans une situation désespérée de tous côtés. Donc, ça n'intéresse personne. C'est ça qu'il faut bien voir, si vous voulez. Bon, pourquoi la guerre restera régionale ? C'est parce que personne n'a intérêt aujourd'hui à aller trop loin, parce qu'il y a, dans ce qui se passe aujourd'hui, il y a un certain nombre de problèmes. Le premier, d'abord, c'est, vous avez pu voir quand même que dans cette affaire-là, on voit que les uns et les autres ont des avantages, je dirais, concurrentiels, militaires. Les Russes, par exemple, ont des armes hypersoniques, on ne sait pas arrêter. Bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, ils les utilisent, ils les ont mis en plus, ils les ont perfectionnés, ils les testent sur le champ de bataille. Mais ils ont vu qu'effectivement, personne n'était foutu de les arrêter. Bon, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils peuvent aussi les tirer sur un porte-avions américain, et ça fait 6 000 ou 7 000 morts. Vous croyez que les Américains sont prêts ? Les Américains, la population américaine, les gens du Middle West qui sont contre la guerre en Ukraine, hein, les républicains qui sont contre la guerre en Ukraine, vous croyez qu'ils accepteraient 6 ou 7 000 morts ? Quand on voit que pour les 1000 morts ou les 1500 morts de ce qui s'est passé pour le 11 septembre, vous croyez qu'ils accepteraient 6 ou 7 000 morts ? Bien sûr que non. Et le président le sait très bien. Donc il sait qu'il y a une limite à ne pas franchir. Hein ? Mais les Russes savent aussi très bien que s'ils tiraient sur un porte-avions, là, ça se déchaîne de l'autre côté. Donc on voit bien qu'il y a, si vous voulez, une limite générale, parce qu'aujourd'hui, chacun a des armes qui peuvent effectivement être redoutables, hein, et je dirais aggraver les équilibres de la guerre, entre parenthèses, hein, parce que ce n'est pas vraiment des équilibres. En réalité, cette guerre, la guerre d'Ukraine,
c'est une guerre dans le pays où les Occidentaux la font par procuration. Hein, c'est-à-dire que nous fournissons de l'armement, nous ne voulons pas nous en mêler officiellement, donc, n'empêche qu'on fournit de l'armement, parce que sans l'armement occidental, sans l'aide occidentale, l'Ukraine n'existerait déjà plus, il faut dire la vérité, quel que soit le courage, là je ne mets pas du tout en cause les capacités et le courage des soldats ukrainiens, bien au contraire. Mais s'ils étaient sans l'aide occidentale, ils auraient déjà disparu. Alors, la grande erreur de Poutine, c'est d'avoir pas compris, enfin Poutine non, les services de renseignement, on revient au problème du renseignement, la grande erreur des services de renseignement russes, ça a été de penser que les Occidentaux allaient laisser faire, qui est une erreur de jugement colossale. Et penser aussi que le gouvernement qui vient allait s'effondrer. Parce que la première attaque russe, quand ils sont allés en colonne vers Kiev, c'est clairement parce qu'ils pensaient que cette arrivée massive de l'armée russe vers Kiev allait faire le président Zelensky allait partir en courant avec ses ministres, tout le monde allait se planquer, il allait avoir un nouveau gouvernement qui aurait été plutôt pro-russe, plutôt russe, ou même très russe, au point de vue tendance, et puis l'affaire était réglée. Or, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, parce qu'ils avaient complètement sous-estimé, c'est une erreur du renseignement, mais majeure, ils avaient complètement sous-estimé la capacité de résistance et l'appui qu'allaient faire les Occidentaux. Or, on voit bien que depuis... Alors, quand je dis l'appui des Occidentaux, ils avaient probablement aussi sous-estimé l'entraînement de l'armée ukrainienne depuis 2014 par les Occidentaux, par les Américains, les Anglais. Ça, c'est avéré, ça ? Pardon ? Ça, c'est avéré, ça. Ah oui, pas de... Mais quand on aura les chiffres officiels à la fin de la guerre, peu à peu, après, quand les historiens sortiront, on verra qu'il y a un certain nombre de gens des forces spéciales de pays alliés qui ont été tués durant cette guerre comme conseillers des troupes locales. On le sait. On sait que les Polonais se battent près de Liptovsk, enfin au nord, quand il y a eu la bataille dans le nord où les Russes se sont repliés, on sait qu'il y avait des Polonais en face. On sait qu'à Bakhmout, en face, il y a eu les militaires des forces, enfin pas des forces spéciales, des mercenaires, entre parenthèses, américains, mais c'est évidemment... Ils sont contrôlés par les Américains, par les forces spéciales, qui s'appellent Mossad. En plus, c'est amusant. Mossad contre Wagner, c'est quand même amusant. Il y a les gars de Mossad. Ils ont fait des déclarations à la télévision américaine. Donc, si vous voulez, ce que je vous raconte là, c'est pas... leur chef a expliqué comment ça se passait à Bakhmout. Ils se battaient en direct avec les Ukrainiens contre les autres, contre les Russes. Donc, on voit bien que... Il y en a partout. On a dit qu'à Mariupol, il y avait des étrangers, on a beaucoup parlé de ça à l'époque, qui avaient conseillé les gars qui étaient sur place et qui se battaient contre les Russes. Et notamment des Français, apparemment. Alors, il en a été question, mais depuis, il n'y a plus jamais eu aucun commentaire. On a dit qu'il y avait eu deux officiers français. En réalité, ils ont montré un béret vert de légionnaire, mais ça veut dire il y avait dans les gars qui étaient engagés là-bas, il y en avait un qui était un ancien légionnaire français et qui avait son béret. Il n'y a jamais eu de preuve qu'il y ait eu des militaires officiellement, si vous voulez. Et moi, j'essaie d'être factuel, si vous voulez, parce que sans être factuel, alors qu'on sait très bien que, par exemple, les forces spéciales, c'est pour ça d'ailleurs que les Russes en avaient parlé, les forces spéciales anglaises ont entraîné les forces spéciales ukrainiennes. On sait très bien que les Polonais ont fourni des on peut appeler ça des forces spéciales, qui se battent, qui se sont battus et qui se battent aussi. Donc, parce que ils aident les troupes locales. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, quand on veut utiliser un matériel complexe, tirer un engin pour tirer contre des avions, des hélicoptères ou des missiles, c'est pas à la portée de tout le monde, si vous voulez. C'est pas un fusil pour la foire qu'on prend, on fait pampan. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut des semaines et des mois d'entraînement. Donc comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On envoie des gars qui sont des militaires, qui sont entraînés, qui sont formés et qui vont former les gens sur place. Donc il y en a forcément, ne serait-ce que comme conseillers. On n'a pas parlé des rapports de force sur le terrain. Alors, les rapports de force, je pense que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le raconte. Je suis très frappé de voir que des deux côtés, d'ailleurs,
il y a une désinformation qui se fait sur le nombre de blessés, le nombre de morts, tout ça. Bon. Les avancées. Oui, exactement, les avancées et tout. Bon. En réalité, on voit que ça avance tout doucement. Dans quel sens? Il y a eu plusieurs étapes. Hein. Il y a eu une étape où, effectivement, les Russes ont progressé très vite et assez loin. Bon, ils ont occupé tout le long de la mer Noire. Là, c'était un objectif tactique très important qu'ils ont pris tout de suite. Après, sur le reste, dans les provinces de l'oblast de Donetsk et dans toute cette partie-là, on voit que ça va très doucement. Ils avaient avancé, ils se sont repliés parce qu'ils étaient dans une zone où, effectivement, ça allait se passer très mal. Comme à Kherson, ils se sont pliés sur l'autre rive pour éviter de faire une espèce de petit Stalingrad. Tout ça, on comprend très bien, tactiquement et militairement, on comprend très bien les trucs. Il n'empêche que sur la ligne de front actuelle, ça progresse très doucement. Mais il faut dire aussi, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens nous disent, on est face à ce qu'on appelle une ligne de défense. Hein, les Français connaissent la ligne Maginot. Hein. Bon, eh bien, on est face à une espèce de ligne Maginot. Parce que Bakhmout, contrairement à ce qu'on raconte, les gens vous disent Bakhmout, c'est rien du tout. C'est pas vrai. Bakhmout, c'est une position qui permettait, et depuis Bakhmout, si vous voulez, qui bloque toute la zone, un verrou. Et après, quand vous regardez la carte, vous apercevez qu'entre Bakhmout et Kramatorsk, qui est la deuxième grande ligne de défense ukrainienne, il n'y a pas grand-chose. Il y a des villages, il y a des choses, mais il n'y a pas des endroits où on peut se stabiliser. Mais il n'y a pas que Bakhmout, parce que tout le monde part de Bakhmout, mais il y a un autre endroit qui est très intéressant, où actuellement la bataille est très dure, c'est Arteniorsk, c'est à côté de Donetsk. Hein, on ne l'a pas dit, mais pendant toute l'époque, entre 2014 et 2022, jusqu'à la guerre, c'est de là que les Ukrainiens bombardaient la ville de Donetsk. Parce qu'on parle toujours des crimes de guerre, mais il y en a dans tous les sens. Ils bombardaient la ville de Donetsk pour justement créer la panique et la pagaille de l'autre côté. Bon, mais le seul moyen de faire tomber Arteniorsk, c'est de l'encercler, parce que c'est une hauteur et c'est solidement des retranchés et défendus. Les Ukrainiens sont bien installés. Si vous regardez ce qui est en train de se passer depuis maintenant 2 mois, c'est peu à peu, il y a une tenaille russe qui est en train de se faire des deux côtés d'Arteniorsk, et ils sont en train de fermer derrière. Pour le moment, il y a un espace ouvert, exactement comme à Bakhmout. Ils encerclent en laissant un espace ouvert. Et là, il y a une question à se poser. Là, je parle en tant que militaire, parce qu'on a retrouvé cette même méthode en Syrie dans la bataille d'Alep. Ils ont encerclé Alep, ils ont pilonné avec de l'artillerie Alep, et après ils ont dit aux djihadistes, si vous voulez partir, on vous laisse partir, il n'y a qu'un seul chemin libre, partez par là. Et c'est exactement ce qui se passe à Bakhmout et à Arteniorsk. Et alors pourquoi ça ? C'est parce que le combat de rue est un combat qui tue beaucoup de gens. C'est le pire des combats. Le combat en ville, le combat urbain, c'est le plus redouté par les militaires parce que là, il y en a des pertes colossales. Donc, ils n'ont aucune envie de faire ça. Un Stalingrad, quoi. Donc, ils font évacuer la ville ou alors ils l'encerclent et ils laissent les gens mourir de faim. C'est clair. D'accord. Et sinon, sur les autres fronts de la guerre ? Les fronts, le reste, il n'y a pas... Le front est stable. Et comment voyez-vous donc la fin de cette guerre, finalement ? Moi, je fais partie de ceux qui, depuis le début, disent que ça peut se terminer... Après l'échec de la tentative, si vous voulez, de Poutine de prendre le pouvoir en quelques jours, avec la percée sur Kiev qui a échoué, moi, je dis maintenant, il n'y a pas de solution militaire, il n'y a qu'une solution négociée. Alors, je sais, je me suis fait attaquer, insulter, traiter de traître, enfin, tout y est passé, mais c'est pas grave, je m'en fous. C'est pas mon problème. Moi, j'essaie de faire de l'analyse la plus froide possible, la plus factuelle possible, parce que c'est ça qui m'intéresse. Et je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est, effectivement, ça va être de faire une négociation, et sur quelle base, si vous voulez. Parce qu'il y a plusieurs problèmes. Les Russes veulent... Si on regarde l'accord qui avait été négocié, mais qui n'a pas ensuite été suivi des faits, qui a eu lieu 2 mois après le début de la guerre, qui a été fait
par les négociateurs ukrainiens Zelensky et les négociateurs russes près d'Ankara, sur un petit port à côté d'Istanbul. C'est très intéressant parce qu'ils s'étaient mis d'accord. Bon, puis après, ils sont revenus. Zelensky, avec la pression probablement américaine, a dit « je ne signe pas ». Mais qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit « la Crimée, ça c'est russe ». Les provinces russophones du sud, les provinces du Donetsk, Lugansk, enfin voilà, cette zone-là, elle reste ukrainienne. Elle reste ukrainienne. Mais attention, russophone, donc pas question, donc avec un statut autonomie. C'est dans l'Ukraine, c'est une zone autonomiste, mais dans l'Ukraine. Et la contrepartie, c'était pas l'OTAN, en disant le pays reste neutre. Bon. Aujourd'hui, ça semble très difficile avec tout ce qui s'est passé. Mais la question à ce moment-là, c'est pour les Russes. Bon, ils ont la mer Noire, donc la Crimée, on n'en parle pas. Ils la garderont quoi qu'il arrive. Ils ont la mer Noire, ils contrôlent les ports de la mer Noire. Ça leur va très bien. Il reste le problème d'Odessa. Le vrai problème là-bas maintenant, c'est Odessa. Parce que jamais les Russes ne pourront accepter d'avoir une base américaine ou une base OTAN, si vous voulez, à Odessa. C'est même pas la peine de l'envisager. C'est prévu ça? La base américaine? C'est évident que l'OTAN s'installera à Odessa. Vous pensez à s'installer à 300 km, même pas 300 km de Sébastopol, qui est la plus grande une des deux plus grandes bases russes. Si vous voulez, c'est comme si les Chinois s'installaient à Bastia, ou les Chinois ou les Russes s'installaient de nouveau à Cuba. Vous avez vu ce qui s'est passé à Cuba à ce moment-là. C'est les mêmes distances. C'est pour un pays qui veut défendre sa sécurité, c'est pas acceptable, compte tenu des tensions qu'il y a entre tous. Donc, il faudrait la neutralisation d'Odessa. Ça, c'est un vrai problème. Est-ce que les Russes sont capables de prendre Odessa? Compte tenu de ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, je pense pas. Je pense que les Russes, si vous voulez... Mais est-ce qu'Odessa c'est très intéressant ce qui s'est passé, la guerre. Les Russes ont surpris tout le monde. Mais ils ont surpris tout le monde en reprenant un concept, c'est ça qui a surpris. Ils ont repris un concept de guerre qui est le concept qu'on avait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire l'artillerie qui écrase, et une fois qu'on a cassé avec l'artillerie, on fait avancer les fantassins. C'est quelque chose qu'on avait complètement oublié. Nos pays n'avaient pas d'artillerie. La France est un pays où il n'y a pratiquement pas d'artillerie. Pas beaucoup de chars non plus. Or, on s'aperçoit que les chars ont une importance. Regardez comment Zelensky en demande. Donc, on voit bien que c'est une guerre totale. Les Russes mènent une guerre totalement différente de celle que nous avons préparée ou imaginée dans nos pays. Et à partir de ce moment-là, on voit aussi les limites de ce type de guerre. On pilote avec de l'artillerie, on matraque, on casse tout, on fait des blessés et des morts en quantité. Mais après, on n'avance pas beaucoup. Et justement, vous parliez de tranchées, de sièges. Oui. En fait, c'est retour à la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Enfin, au niveau de là des... Ils n'avancent pas beaucoup, d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. On voit bien que, en définitive, ils n'ont avancé, on l'a bien vu. Les Ukrainiens n'ont avancé que quand les Russes se sont repliés. Et les Russes n'ont avancé que quand les Ukrainiens se sont repliés, ou alors ils avaient des troupes et ils étaient mal organisés. Donc on voit bien... En définitive... On va en rester là, quoi. Ben oui, on est dans une position, si vous voulez, on est un peu comme un Verdun, quoi. Seulement un Verdun, à la fin, il y a quand même eu... On a perdu, on n'a ni perdu ni gagné, Verdun. Les Allemands comme les Français. Personne n'a gagné la bataille de Verdun, en réalité. C'est d'autres batailles autour qui ont fait que Verdun, à la fin, s'est révélé ayant consommé beaucoup de monde, mais... Ensuite, Verdun, c'est bon... Voilà, les Français ont arrêté les Allemands, quoi. Ouais, voilà, mais c'est tout. Et on est un peu dans cette situation-là, si vous voulez. C'est pas une guerre de mouvement. Voilà, c'est une guerre de position, comme vous le disiez, avec des tranchées, avec la ligne Maginot, Arteniok, Bakhmout. Derrière, vous avez Kramatorsk, qui est l'énorme. Parce que de toute manière, si les Russes font tomber Bakhmout et Arteniok, ils vont aller vers Kramatorsk et ils seront bloqués à Kramatorsk. On est reparti pour un tour, mais quelque chose de beaucoup plus solide et beaucoup plus gros. Donc, en définitive, allez, on est en train de parler de mouvements sur 100 km au maximum. C'est rien. C'est pas Guderian en 40,
franchissant la frontière belge et se retrouvant quelques jours après, ou après de Bordeaux. C'était pas la même chose, c'était une guerre à toute vitesse. Les chars marchaient au maximum de leur capacité pour aller le plus vite possible. Là, on n'est pas du tout dans cette situation-là. On est dans une situation figée, où on se tape dessus avec tout ce qu'on peut, avec de l'artillerie, avec tout, et on s'épuise. On s'épuise. Alors, pour revenir au niveau des blessés et des morts, parce que c'est très important dans ce type de guerre-là, si vous voulez. Parce que le problème, c'est qu'il faut approvisionner en troupes fraîches des zones dans lesquelles les gens vont se faire massacrer, des deux côtés. Qui gagne? Celui qui a le plus de troupes fraîches à fournir. C'est horrible ce que je vous dis quand on y réfléchit. C'est le problème qu'on a connu à Verdun, où nos généraux de l'époque et nos maréchaux de l'époque envoyaient des malheureux se faire massacrer régiment après régiment, jusqu'au moment où il en restait un peu plus que l'autre. C'est la même chose. Donc on ne peut pas dire que c'est une stratégie très intéressante et il y a d'autres approches. Mais c'est la stratégie militaire russe, clairement. Et les Ukrainiens se retrouvent sont obligés de faire pareil, puis ils sont contraints par le système à faire pareil. Comment jugez-vous la position de la France, vous l'ancien militaire et donc l'ancien directeur du renseignement? Je crois que la France, elle a eu deux choses, même plusieurs. Je crois que la première action, la première vision de la France dans cette affaire, en disant il faut absolument arrêter cette guerre. Première tentation et essai du président de la République, je crois que c'était une très bonne position. Elle n'a pas été comprise, une fois de plus. Et puis, les médias, je dirais, pro-occidentaux ou pro-américains se sont déchaînés pour, évidemment, casser cette possibilité. Mais, indiscutablement, c'était une bonne idée. On aurait pu, et c'est passé très près, puisque je vous dis, 2 mois après le début de la guerre, ils ont négocié la paix. Des deux côtés. Donc, on voit bien qu'on y était arrivé. Mais manque de chance, Zelensky et ses conseillers, donc conseillers internationaux bien entendu, ont refusé l'accord qui avait été proposé par leurs propres troupes, par leurs ministres. Donc ça, pour moi, c'est un premier tournant, si vous voulez. Donc les Français, ils avaient raison, il fallait essayer d'arrêter ça, parce que personne ne peut se réjouir d'une guerre. Et si vous voulez, il y a 2 choses dans cette guerre. Il est indiscutable que c'est Poutine qui l'a lancée, mais il est indiscutable aussi qu'on a tout fait pour qu'il la lance. Voilà, la chose, elle est là, si vous voulez. Il ne s'agit pas de dire c'est l'un ou l'autre, non. Des deux côtés, on a tout fait pour que ça éclate. Qui ça? Mais donc, à partir de ce moment-là, quand la France dit il faut qu'on arrête le massacre, avant que ce soit trop tard, on a raison. Qui a tout fait pour que la Russie se lance dans cette guerre? Pardon? Qui a tout fait pour que la Russie se lance dans cette guerre? Les positions les néoconservateurs américains, il n'y a pas le moindre doute, si vous voulez, depuis, même avant 2014. Alors, on jouait sur... Ils savaient très bien... si vous voulez, dans cette affaire-là, on a 2 blocs, 2 conceptions qui s'opposent. Il ne faut pas oublier, du côté de Poutine, il ne faut pas oublier que Poutine, on le sait maintenant très bien, Poutine fait partie de ces Russes qui ont été véritablement meurtris par l'effondrement de l'Union soviétique, non pas parce qu'il était communiste, plus communiste que les autres, mais parce qu'il a été humilié qu'un pays comme le sien sombre comme il a sombré à l'époque d'Helsinki avec la catastrophe à tout point de vue, l'effondrement du niveau de vie, le pillage de toute leur technologie, tout y est passé. Donc il en a... Et le non-respect par les Occidentaux, il ne faut quand même pas l'oublier, des accords qui avaient été passés avec Gorbatchev, à savoir qu'on gardait un corridor, une zone neutre, entre la Russie proprement dite et les pays occidentaux, et l'OTAN. Ça, c'était, je lisais encore récemment une chercheuse qui disait c'est faux, qu'elle regarde l'interview qui a été faite de Roland Dumas, qui était à la négociation quand même. Avant de dire des trucs pareils, qu'on aille voir les faits. On a des interviews télévisées de Roland Dumas qui étaient à la négociation avec les Américains, Gorbatchev, les Allemands et les autres. C'est qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères. L'ancien ministre des Affaires étrangères français, et qui raconte comment ça s'est passé en disant « Mais oui, on a promis à Gorbatchev de ne pas faire ça. » Bon, il n'y a pas photo. Donc il n'y a pas de discussion possible. Et on le retrouve dans les textes de l'OTAN, et on le retrouve dans les textes américains. Donc là, il y a une espèce de négation volontaire de quelque chose qui est un fait.
On ne devait pas y aller. Bon, on a passé outre, et pendant l'époque Helsinki, on a fait un certain nombre de choses. Un certain nombre de pays sont rentrés dans l'OTAN, et ainsi de suite. Bon, pays baltes, Pologne, et ainsi de suite. Bon. Quand Helsinki est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « ne touchez pas aux autres ». Tout de suite, hein. En 2002, il a commencé tout de suite en disant « attention, vous ne touchez pas à la Géorgie, vous ne touchez pas à l'Ukraine, vous ne touchez pas à la Moldavie, et vous ne touchez pas à la Biélorussie. C'est les 4 qui restent, ceux-là, vous n'y touchez pas. » On a quand même essayé de les déstabiliser, il y a eu les révolutions roses et ainsi de suite, et on a eu la Géorgie, l'affaire de la Géorgie. Dans l'affaire de la Géorgie, il faut reconnaître à Nicolas Sarkozy quelque chose, c'est qu'il a réussi à arrêter la guerre. Car on était, dans l'affaire de la Géorgie, exactement dans la même situation que dans l'affaire ukrainienne. Les dirigeants géorgiens avaient été poussés à basculer vers l'OTAN et vers l'Europe, hein, et les Russes ont dit, il n'en est pas question, et ils ont commencé à envahir. Même phénomène. Ben, simplement, on a eu un président de la République qui s'est précipité à Moscou et qui a dit hey, on arrête tout de suite le jeu. Et il semble que ce sont les forces géorgiennes qui ont peut-être qui ont marché sur les 2 provinces séparatistes, non? Oui. Ça a commencé non, mais il y a eu tout. Voilà, bien sûr. On réclamait par si on veut Moscou, recommencer voilà. le truc. Mais, si vous voulez, dans l'affaire géorgienne, nous avons provoqué... on était en train de jouer la bascule de la Géorgie complètement de notre côté. Et grâce aux discussions entre le président Sarkozy et Vladimir Poutine et plein d'autres choses qui se sont passées, eh bien, on a réussi à stabiliser la situation, hein, et en définitive, on a évité la guerre. Bon, il y a eu des problèmes de qui prenait le pouvoir, enfin, bon, il y a eu beaucoup de choses derrière. Hein. Il faut remarquer que c'est une diplomate française qui est devenue présidente. Hein. Donc, quand même, on voit bien qu'il y avait eu des négociations solides. Bon, mais le problème a été réglé. Mais il ne faut pas... Alors, mais de l'autre côté, eh bien, Poutine avait dit, et a encore redit d'ailleurs en 2008 à la conférence de Munich, hein, il avait bien dit, surtout, attends, ne touchez pas aux autres. Hein, parce que pour moi, c'est un casus belli. Bon. Or, on voit que de l'autre côté, les Américains, depuis Brzezinski, hein, donc depuis les années 90, où le numéro 1 des néoconservateurs américains, le concepteur des néoconservateurs américains, Brzezinski, a dit « l'Ukraine, c'est le coin que nous rentrons dans la Russie ». Il faut la détacher de la Russie. Il faut la détacher absolument de la Russie, c'est clair. Mais il est revenu justement sur cette formule, je crois, juste avant sa mort. Et ensuite, vous avez eu donc la femme, on parle beaucoup de Madame Nuland, hein, qui était l'ambassadrice à l'OTAN, et on voit bien qu'il y a eu un rôle considérable dans l'affaire. Elle l'a reconnu elle-même au Congrès américain il y a l'année dernière, quand elle a été interviewée par les congressistes américains. Hein, elle a reconnu que l'Amérique avait financé, alors elle a dit 5 milliards de dollars, pour changer le régime en 2014 et que ce soit un régime pro-occidental. Alors bon, et à partir de ce moment-là, on voit qu'il y a eu toute une politique de développer là-bas. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Victoria Nuland, c'est la femme de Kagan, de M. Kagan. M. Kagan est un des 2 chefs des néoconservateurs américains. Donc, si vous voulez, voilà une diplomate qui, pour le moins qu'on puisse dire, a une vision qui n'était pas celle de tout le monde. Vous voyez ? Mais qui était très orientée. Et on voit bien que les néoconservateurs ont tout fait. Alors, Biden, c'est lié à eux, mais il y a beaucoup de choses sur cette affaire-là avec Biden. Il y a eu un fait et cause pour dire on va exploiter l'Ukraine. Et ils ont fait beaucoup de choses en Ukraine. Ils ont surinvesti, ils ont fait beaucoup de choses. Ils avaient vraiment dans l'idée de mettre la main sur l'Ukraine. Jusqu'au moment où, effectivement, à un moment, il s'est passé quelque chose. On ne sait toujours pas ce qui s'est vraiment passé, mais il s'est passé quelque chose qui a fait que Poutine a dit, là, maintenant, on a franchi la limite, ça devient insupportable. Et donc là, il a basculé. Donc revenons sur la position française. Vous parliez au début d'une bonne position. Oui, au début, très bonne. Et qui a évolué. Ben, je pense qu'ensuite, le gouvernement français s'est retrouvé pris dans la pression européenne. On sent que les Allemands et les Français sont assez quand même hésitants à livrer les armes. On a de toute manière, on a vu tout de suite que les pays, mais on les comprend, hein,
les pays qui avaient été dans l'Union soviétique, qui avaient été libérés au moment de la chute, après la chute du mur de Berlin, bon, les pays comme la Pologne et tous ces pays-là, eux, de toute manière, ils n'ont pas oublié qu'ils ont subi 50 ans de communisme. Pas tous, parce que regardez la Hongrie, qui est relativement pro-russe. Oui, attendez, oui, mais... Et qui a subi quand même... Oui, mais les pro-russes, il y a certaines limites quand même. C'est ça. Il y a certaines limites. Mais c'est vrai que quand vous regardez globalement la partie nord de l'Europe, ils disaient les Russes, c'est l'ennemi. Parce que les Russes, c'est les enfants de l'Union soviétique qui nous a écrasés, qui nous a exploités, donc on n'en veut pas. Donc, on peut les comprendre, on ne peut pas leur reprocher, voilà, c'est clair. Si on avait passé 50 ans à être communiste forcé, forcé d'être communiste, eh ben évidemment, on serait pas enthousiaste pour dire ils sont sympathiques, c'est clair. Et même avant le communisme. Mais oui, même avant. Mais là, en plus, la Pologne, elle était lâchée par tout le monde. Bon. Il faut être honnête. Et nous, les Français, on l'a lâché comme les Allemands l'ont lâché. Tout le monde l'a lâché, la Pologne. Donc, ils n'ont pas confiance, on les comprend. Mais ce qui est, c'est clair que l'Allemagne et la France, elles étaient beaucoup plus réservées quand ça a commencé. Et donc, alors que les pays du Nord, eux, étaient pour et appuyaient les États-Unis, qui, eux, étaient pour, et on vient d'expliquer, avec leur ambassadrice, mais les Allemands et les Français étaient contre, parce que les Allemands et les Français avaient beaucoup à perdre dans cette affaire-là. L'Allemagne a joué la Russie dans sa stratégie mondiale. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne a joué pour la défense l'OTAN, pour les énergies la Russie et pour le commerce la Chine. Donc si vous lui enlevez les énergies, donc si vous la tuez dans ses relations avec la Russie, pour l'Allemagne, c'était catastrophique au niveau économique. Donc elle ne pouvait pas être d'accord avec ce qui se passait. D'ailleurs, ça a été très loin, puisque les Allemands ont eu beaucoup de mal ils ont été forcés, il n'y a pas d'autre terme. On les a forcés à accepter d'une rupture avec la Russie qu'eux ne pouvaient pas souhaiter, puisque ça mettait leur industrie en l'air. Et leur gazoduc Nord Stream a été... Et oui, ils avaient joué le gaz avec les Russes. Et vous savez, les gens ne savent pas toujours ça, mais un des plus grands stratèges américains, qui s'appelle Mackinder, avait écrit, il y a très longtemps, avait dit « Le vrai danger en Europe, c'est une alliance Allemagne-Russie. » Car s'il y a une alliance Allemagne-Russie, qui s'appelle le mainland, s'il y a une alliance Allemagne-Russie, tout le reste se fera écraser. Vous voyez ? Et le général de Gaulle et le président Mitterrand, d'ailleurs, derrière, eux disaient il faut que la France soit associée à la Russie pour éviter que l'Allemagne soit trop forte en Europe. On ne pourra s'en sortir face aux Allemands que si la France et la Russie sont alliées. Ça, c'était la vision de Gaulle et c'était la vision de Mitterrand. Vous voyez ? Donc on est aujourd'hui... Donc on voit bien, les Allemands, ils n'avaient pas intérêt à cette guerre, puisque eux, ils perdaient le lien sur les énergies, et c'était catastrophique pour l'économie. Et nous, de toute manière, on voulait garder le contact avec les Russes, parce que on considère qu'il faut, compte tenu de la montée en puissance de l'Allemagne ces dernières années, il était très important d'avoir quand même un rééquilibrage économique de l'ensemble. Bon, là, tout a explosé en vol, il faut bien reconnaître. Aujourd'hui, et on a vu Madame von Leyen, et puis... son responsable des affaires étrangères, Borrell, les deux qui, en définitive, se sont mis à faire la politique de l'Europe. Ce qui, entre parenthèses, est très surprenant, parce que là, normalement, les traités que nous avons signés pour faire l'Europe ne prévoient absolument pas que ce soit l'Europe qui se substitue au pays dans ce genre de choses, parce que ce sont des domaines régaliens. Et donc, est-ce que la France sort affaiblie de ce conflit, un an après ? Je pense que pour la France, elle sort extrêmement affaiblie. Moins que l'Allemagne. Diplomatiquement, économiquement ? Ah oui, dans tous les domaines. Vous savez, regardez. On se plaint de l'inflation. Mais elle vient d'où, l'inflation ? Quand vous voyez que l'euro a perdu plus de 10 points par rapport au dollar, ça oscille entre 14, 12, mais plus de 10 points par rapport au dollar. Alors que le rouble s'est apprécié par rapport au dollar. Pas de beaucoup, mais 2 ou 3%. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que ceux qui ont été touchés économiquement, c'est nous. La sanction, la vraie sanction du marché, si vous voulez, au niveau économique, elle est là. C'est nous qui sommes les grands perdants. Et quand les gens se protestent en disant « mais les produits alimentaires sont 15% plus chers », mais c'est normal. On achète la plupart de nos produits alimentaires à l'extérieur de l'Europe, eh ben on les paye en dollars, et le dollar vaut plus cher que l'euro. Ah ben voilà. Ou si on les paye en euros, on est aligné sur le dollar. Donc c'est clair. On a l'histoire montrera que les grands perdants de cette guerre en Ukraine, ça a été les Européens. Alors après, on peut dire « Ah oui, mais ça a profité aux États-Unis parce que maintenant, ça y est, l'Allemagne est à genoux, donc les États-Unis ont cassé la puissance allemande renaissante, hein, et en plus, au niveau militaire, sont en train de favoriser la Pologne. On pourra dire « Ah ben les Français, ils voulaient jouer cavalier seul, et ben maintenant, ils n'ont plus les moyens de le faire, ils sont coincés. » Donc, on peut dire plein de choses sur ce qui se passe. Hein, c'est clair. Mais on peut interpréter... Mais il y a une réalité. C'est que l'Europe est affaiblie actuellement, sérieusement affaiblie par tout ce qui s'est passé. L'Amérique souffre pas du tout, elle nous vend du gaz de schiste, dans nos écologistes ne disent rien, ce qui montre qu'une bonne partie d'entre eux étaient en réalité manipulés par les Américains, c'est clair, puisqu'ils s'étaient systématiquement, souvenez-vous avant, là maintenant on peut faire la production d'électricité par le charbon, en Allemagne personne ne dit rien, pourtant ça pollue toute l'Europe, hein. Personne ne dit rien. Et des centrales à charbon ont réouvert en France aussi. Mais bien entendu. Donc, et là, vous avez vu le silence absolu. Bon, c'est effarant, quoi. Le gaz de schiste arrive, il va en avoir trop maintenant, par des méthaniers vendus beaucoup plus cher que le gaz venant de Russie, hein, parce que les Américains vendent très cher aux Européens leur gaz. Bon, personne ne dit rien. Donc on voit bien que tout ce qui était le système européen a explosé en vol. En Allemagne, ce sont les écologistes qui sont les plus acharnés pour faire la guerre en Ukraine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je croyais qu'ils étaient pacifistes. Vous voyez, donc on voit bien, toutes les cartes sont en train d'être battues. Donc on a pris un coup sur le plan économique, mais en plus on est en train de se retrouver dans une situation très difficile, hein, au niveau européen et au niveau mondial. Bon. Alors, je ne vous dis pas que... Alors, les Américains, ils s'en sortent bien parce que s'ils font ça de loin, et puis nous vendront leur armement, hein, puisque maintenant, ça y est, hein, ils ont réussi à remettre l'unité en... L'OTAN va acheter essentiellement du matériel américain, au détriment de la défense française, d'ailleurs. Hein, les industries de défense françaises, elles sont très mal. Bon, donc, ils nous vendent du gaz de schiste. Donc, pour eux, c'est tout bénéfice. Bon, chez les Russes, les Russes, quand on regarde... Ils sont sur le plan économique, à la surprise générale, le rouble s'en est plutôt bien sorti. Mais pourquoi ? Parce que le rouble, maintenant, et ça personne ne le dit, mais n'est plus, et pour cause, attaché au dollar, mais il est attaché à l'étalon or. Hein ? La Russie, depuis plusieurs années, a constitué des réserves d'or, et le rouble est basé sur l'or. C'est ce que le général de Gaulle voulait faire à une époque, hein, avec l'étalon or de Jacques Rueff, et que, bien entendu, l'Amérique avait refusé en disant « mais non, depuis les accords de Bretton Woods, il faut que ce soit nous, le dollar, que ce soit le monnaie de référence ». Eh bien maintenant, c'est cuit, parce que les Russes, ça y est, ils sont passés sur l'étalon or et ça marche. Bon, et donc, et par contre, il est certain que les Russes, avec ce qui se passe, on les a poussés dans les bras des Chinois. On vient de le voir avec Xi Jinping, hein, avec toutes les conséquences que ça a. Parce que la Chine est la grande puissance mondiale, et quand elle s'associe, et on ne le regarde pas, mais quand elle s'associe à la Russie, elle devient encore une plus grande puissance mondiale. Eh oui. Il faudra peut-être un jour le regarder, si vous voulez. On parle toujours de la Chine, mais ajoutez la Chine et la Russie, et vous allez voir que ça commence à devenir beaucoup plus grave encore. Dans la situation des rapports de force entre eux. Alors, bien sûr, la Chine ne va pas faire la guerre avec la Russie, puis la Chine ne veut pas faire la guerre. C'est ce qui était aussi quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, quand vous voyez les déclarations d'Yiping au comité central du parti, mais également en Russie et ailleurs, ou à l'ONU par ses diplomates, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « nous voulons faire la paix ». D'ailleurs, ils ont fait la paix entre l'Arabie saoudite et l'Iran. C'est eux qui ont réussi à faire la paix entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Et c'est pas mal, hein ?
Nous, ça fait 15 ans qu'on l'essaye, on n'avait pas réussi. Hein. Ils ont réussi à faire la paix, et ils disent partout, nous sommes les apôtres de la paix, alors que les Occidentaux, à commencer par les Américains, sont des bellicistes qui ne pensent qu'à faire la guerre. Eh ben moi, je peux vous dire que 80% des pays du monde disent c'est les Chinois qui ont raison. Donc, sacré changement. Hein. Sacré changement au point de vue stratégique. Justement, la Chine a proposé récemment un plan de paix. Oui. Est-ce que vous pensez que la Chine peut se poser en tant que médiatrice ? Ah, non seulement je le pense, mais je suis convaincu que ça va être un élément clé du futur. Est-ce que c'est la seule, finalement, qui... c'est le seul crédible. La France peut plus maintenant. À partir du moment où la France s'est mise à fournir du matériel militaire, de plus en plus de matériel militaire, elle va jusqu'à dire, mais je vais former les pilotes de chasse. Bon, vous ne pouvez pas demander à des gens qui font ça d'aller négocier en se positionnant en médiateur. C'est pas possible. Bon, les Américains ne peuvent pas. Les Allemands, pas un pays européen, aujourd'hui, ne peut être en médiateur. Donc, qui y a comme médiateur ? Il y a les Turcs. Les Israéliens. Mais, non, Israël, avec les problèmes qu'ils ont aujourd'hui, je pense que malheureusement, de leur côté, pour le moment, ils sont à part. Mais entre parenthèses, Israël n'applique pas les sanctions à la Russie. Hein. Vous savez qu'Israël, comme la Turquie, ont refusé d'appliquer les sanctions envers la Russie. Donc ils sont dans une position, mais ils ne sont pas dans la position de pouvoir être médiateurs actuellement avec tous les problèmes qu'ils ont et tout ce qui se passe. Les Turcs le sont encore, mais celui qui s'impose derrière, à mon avis, un grand frère solide et autres, ce sont les Chinois. On a méprisé leur plan de paix, mais leur plan de paix, il n'est pas idiot. Si on l'avait lu un peu précisément, au lieu de dire « c'est les Chinois, on ne veut même pas l'écouter », dans le plan de paix chinois, est-ce que vous avez vu qu'ils disent que l'Ukraine doit rester un pays complet ? Or, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la partie russophone pour laquelle on se bat, pour eux, doit rester dans l'Ukraine. L'intégrité et la souveraineté de l'Ukraine. Alors, ils sortent la Crimée. Hein. Tout le monde dit la Crimée, c'est pas ukrainien. Ce qui est vrai. Hein. La Crimée, c'est autre chose. Mais tout le reste, ils disent, non, c'est l'Ukraine, il faut laisser à l'Ukraine. Bon, c'est une position qui n'est pas du tout la position russe actuelle. Hein. Mais on retrouve la négociation qui avait eu lieu au tout début, 2 mois après le début de la guerre. Donc, ils se positionnent avec des... Et moi, je m'étonne qu'en France, on n'ait pas réagi à ça. Alors, j'ai vu quand même que le président de la République, qui va aller en Chine bientôt, a dit « Je vais discuter avec Xi Jinping des conditions de la guerre, de la paix ». Bon, moi, je pense que le président, malheureusement, aujourd'hui, n'a plus la crédibilité suffisante, avec tout ce qu'on fait pour la co-belligérance, pour pouvoir le faire. Mais... Pour vous, la France est co-belligérante ? Quand vous fournissez de l'armement en quantité et que vous entraînez des troupes, je ne dis pas qu'on est co-belligérant, on n'est pas en train de faire la guerre nous-mêmes, mais on la fait par délégation. Quand vous faites la guerre par délégation, vous ne pouvez pas dire « je suis neutre ». Moi, c'est ça, si vous voulez. La France n'est pas neutre. Le mot des co-belligérants est trop fort. Hein. La France fournit de l'armement en grande quantité, comme les autres pays d'Europe d'ailleurs, à l'Ukraine, donc on ne peut pas dire que la France est neutre. Donc, n'étant pas neutre, elle n'est pas en position de négociation. Vous voyez ? Les seuls qui sont en position de négociation, c'est les Chinois et les Turcs. C'est clair. Alors, Erdogan, actuellement, il a ses problèmes avec son élection présidentielle. Il a d'autres chats à fouetter que de faire la négociation entre les Russes et les Ukrainiens. Je pense qu'il faut faire très attention aux Chinois. Les Chinois pourraient bien nous créer la surprise. Pourquoi il faudrait faire attention ? C'est justement... est-ce que... Parce que ça va nous mettre en difficulté. Si vous imaginez que les Chinois réussissent à faire la paix entre les Russes et les Ukrainiens, le bloc occidental, il est encore plus affaibli. Même si on fera des communiqués de victoire en disant « ouais, n'empêche que ce seront les Chinois, vous vous rendez compte ? Ce sont les Chinois qui auront été au cœur de la chose. » Ça pose un problème quand même. Pour des gens comme les Européens ou les Américains qui ont dit « mais c'est nous les maîtres du monde », difficile de devenir le maître du monde quand on voit que c'est les Chinois qui viennent régler les problèmes. Donc si ça arrive, je ne sais pas si ça arrivera, mais si ça arrive, ça va nous poser un problème de statut au niveau international réel. Et par contre, aux Chinois, s'ils y arrivent, ça confirmera l'image qu'ils se donnent. Je n'ai pas dit que c'est la vérité, mais l'image qu'ils se donnent au niveau mondial, nous sommes les apôtres de la paix. Et auprès, justement, des pays du Sud. Ah oui.
Revenons un peu sur le terrain. Comment les services de renseignement français ont-ils des informations sur ce qui se passe sur le terrain en Ukraine? Vous avez, d'abord, tout le monde a des informations maintenant par les satellites. Hein. Bon, par les satellites, parce qu'on a tous des satellites qui passent et qui voient tout. Satellites d'ailleurs militaires ou satellites privés, hein, parce que l'OSINT, comme on appelle, c'est-à-dire les images, si vous l'avez obtenues par des systèmes de repérage, par les satellites, même privés, sont suffisantes pour informer. Hein. Donc vous avez les satellites, vous avez les interceptions. On a quantité d'interceptions, de communications, dans un sens ou dans les autres, qui permettent aussi de savoir beaucoup de choses. Donc et puis on a des gens sur le terrain, on a des informations sur le terrain. Hein. On a soit des observateurs, on peut avoir des gens, des forces spéciales, je ne sais pas s'il y en a, mais il y en a certainement. On peut avoir... Il y a plein de gens qui sont sur place et qui peuvent informer, si vous voulez, qui donnent des renseignements. Donc oui, on peut avoir beaucoup de renseignements. Est-ce qu'ils sont suffisants pour avoir une vision claire de la situation ? Ça, c'est pas facile, c'est pas sûr, parce que on est face à deux armées, une qui parle peu, l'armée russe, hein, et une où dans le porte-parole, hein, le président Zelensky parle beaucoup, mélange le vrai et le faux, mais il fait de la désinformation, il a raison, hein, c'est son boulot. Hein. Il fait de l'influence, il fait de la désinformation pour toujours se mettre en valeur, bien entendu, et puis obtenir ce qu'il souhaite. Tout à fait normal, il joue son rôle de chef de guerre. Donc, on a, face à, je dirais, dans cette situation-là, c'est pas toujours facile de savoir exactement ce qui se passe. C'est ça. Donc, les services de renseignement, ils ont beaucoup d'informations, mais après, il faut faire le tri, si vous voulez. Est-ce que nous, les Français, on a des réseaux en Ukraine et en Russie ? Les Français, ils ont des réseaux partout. Maintenant, les Français comme les autres, on l'a bien vu au départ de cette guerre, les Français comme les autres se sont trompés ou ont été trompés, si vous voulez, par l'environnement. Personne ne pensait que Poutine allait lancer la guerre, allait déclencher cette guerre. Personne n'y pensait parce que tout le monde pensait que les conséquences seraient telles qu'il ne pouvait pas être gagnant. Hein, l'expérience militaire montre que celui qui déclenche la guerre est rarement gagnant à l'arrivée. Hein. Donc on disait, mais pourquoi il déclencherait cette guerre ? Il y a d'autres moyens que ça. Et puis, il l'a déclenché. Donc, mais c'est pour ça que je vous disais, quand on sait aussi que de l'autre côté, on faisait tout pour que ça arrive, et quand les Américains disaient, attention, Poutine va faire la guerre, vous savez, pendant les mois de novembre, décembre, janvier, personne ne les croyait parce qu'ils nous ont raconté la même histoire en Irak avec Saddam Hussein. À chaque fois, ils nous ont manipulés pour nous faire croire que la guerre allait éclater. Donc personne ne voulait les croire. Et personnellement, je pense qu'effectivement, ils nous racontaient des histoires. Si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils exagéraient la situation pour sensibiliser tout le monde. Maintenant, il est certain aussi que ils avaient des informations que visiblement les autres n'avaient pas. Donc là, on est dans le renseignement. On peut penser que les Américains avaient des gens très proches du haut de la hiérarchie russe qui leur avaient donné des signaux disant que ça allait peut-être se passer bientôt. En fait, tout ça, c'est une histoire de renseignement, quoi. Les renseignements russes qui se trompent sur toute la ligne. Ah ben oui, tout à fait, nous aussi. Nous aussi, on n'a pas vu venir la guerre. Hein, et je pense qu'on n'a pas vu non plus, si vous voulez, tout à l'heure je vous disais que les Russes se sont trompés, puis ils n'ont pas pensé que les Européens, les Occidentaux allaient approvisionner l'Ukraine comme on l'a fait. Mais de l'autre côté, on a eu plusieurs surprises. On pensait que l'armée russe serait plus rapide et plus efficace, ça c'est sûr. Donc là on a vu qu'elle a des limites, que l'armée russe est limitée. Mais quand je regarde ça, je me souviens quand même, parce que personne n'en a parlé, de ça on en parle, mais la Russie n'était pas une grande puissance. Alors, bien sûr, les Américains ont besoin de montrer un monstre, donc la Russie, c'était un monstre militaire. Mais c'est pas vrai. La Russie, elle faisait 70 milliards, elle faisait pas 2 fois le budget de l'armée française. Donc, c'était pas si gros que ça, si vous voulez, pour un pays qui est 3 fois plus gros que la France, en population. Donc, après tout...
Hey. Vous voyez, hein, on avait, mais seulement, on voit bien que la Russie, on croyait qu'elle était très forte, très efficace et haute. Non, elle a quelques armes très particulières et dans lesquelles elle est remarquable. Pour le reste, eh ben, on voit bien que c'est moyen. C'est moyen, c'est d'une efficacité très moyenne. L'ancien directeur de la DRM, donc le renseignement militaire français, Éric Vidot, s'est fait virer suite à l'invasion russe. Tout à fait, oui. Comment l'expliquer ça? Est-ce que c'est la faute de la DRM? Non, moi je crois. Alors là, franchement, je pense qu'on peut pas. Bon, il y a eu beaucoup d'explications sur le départ de ce général, mais je crois qu'il y a une chose qu'on peut pas dire, c'est qu'il a été viré parce qu'il a été trompé. Parce que à ce moment-là, il n'y a pas que lui qui a été trompé. Il aurait fallu virer aussi le patron de la DGSE parce qu'il n'avait pas vu que les Russes allaient déclencher la guerre. Or, il y a quand même, et ça devrait se savoir au niveau politique. Il y a plein de choses qu'il aurait fallu faire. Bien sûr que non. Alors en réalité, on est tombé. La DRM comme les autres, ils ont pas vu, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. C'est faiblesse de l'analyse, admiration pour Poutine. Oh, il y a certainement un peu de tout, si vous voulez. Il y a de mauvaises informations ou insuffisance d'informations, d'une part. Probablement aussi une vision de l'adversaire qui n'était pas la vision réelle ou réaliste. C'est-à-dire si vous voulez, quand les gens... on a toujours tendance à juger les autres comme nous. C'est très frappant dans les journaux français, par exemple. Quand ils vous parlent de Poutine, on parle de Poutine comme s'il était un Français. Mais Poutine, il n'est pas français, il est russe. Il a eu une vie qui n'a rien à voir avec la vie d'un Français. Hein? C'est comme quand vous voulez comprendre le chinois, Yiping, c'est pas un Français. Il n'a pas la vision d'un Français. Alors, on a cette manie dans nos pays de vouloir juger les autres comme nous. C'est une absurdité. C'est une vision colonialiste du monde, si vous voulez, où on dit on est les meilleurs et tout le monde doit être comme nous. Donc ils pensent comme nous. Non, c'est pas vrai. Les gens ne pensent pas du tout de la même manière. C'est clair. Justement, est-ce que, moi je vous parlais de la faiblesse de l'analyse, aussi une admiration pour Poutine. Est-ce ce tropisme pro-russe dans les milieux militaires français, est-ce qu'il est vrai ou c'est un fantasme? Non, je pense que c'est... je crois qu'il y a... Dans ce qui se passe depuis le début de la guerre en Ukraine, ce qui est très frappant, si vous voulez, c'est que vous avez les pro-américains, clairement, les atlantistes, on va dire les atlantistes, pour prendre un terme plus général. On a les atlantistes pour qui, évidemment, tout ce qui vient de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la solution. Et ça a été confirmé par la guerre. Ben oui, et voilà, et donc c'est très bien, et c'était parfait, bon. Et puis vous avez une autre partie qui est beaucoup plus réservée et qui dit, et c'est peut-être pas très intelligent de les suivre tout le temps. Enfin, si vous voulez, c'est les gaullistes et je dirais, c'est pas les anti-gaullistes parce que les gaullistes, De Gaulle, il a mis les Américains de l'OTAN dehors, faut quand même pas l'oublier. Pourquoi? Exactement pour ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il disait, moi je ne veux pas, en tant que pays, être aux ordres des militaires américains si quelque chose se passe quelque part. Je veux mon indépendance. Bon. Il est sorti de l'OTAN et on a été de très bons partenaires de l'OTAN. Nos armées participaient aux exercices de l'OTAN, mais on n'était pas dans l'OTAN. C'est-à-dire qu'on n'était pas inféodé, si vous voulez, à la vision américaine. Bon. Le président Sarkozy a décidé de nous faire revenir dans l'OTAN. Ça, il y a beaucoup à dire là-dessus, pour discuter. Est-ce qu'il a eu raison ou tort? C'est notre paire de manches. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on est rentré, on est devenu inféodé aux Américains. Alors, et si vous êtes... Et depuis ce moment-là, ceux qui disent on aurait dû rester comme avant, en dehors de l'OTAN, tout en étant de bons partenaires, de bons alliés, mais en même temps, ceux-là sont considérés comme anti. Donc, aujourd'hui, dans l'époque actuelle, ça devient des pro-Poutine, ce qui est totalement ridicule. Pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas pro-Poutine. Ils sont simplement ni pro-américains, ni pro-russes, ils sont pro-français. L'intérêt de la France.
Est-ce que vous parliez tout à l'heure de désinformation? Est-ce que les services de renseignement nous désinforment? Ou est-ce que c'est la faute des médias? Je pense que plus que les services d'information, ils ne désinforment pas. Parce qu'ils gardent leurs informations pour eux, hein, ils vous les donnent. Bon. Sauf, effectivement, les Américains qui ont commencé, ils l'avaient fait dans les Balkans, et l'OTAN d'ailleurs, hein, qu'il avait fait dans les Balkans à l'époque où Jimmy Hoshi était le speaker de l'OTAN, j'en souviens, il était remarquable. Tous les jours, il faisait un briefing où il enfumait tout le monde entier. Mais au profit, bien sûr, de l'image de l'OTAN, du message que voulait faire passer l'OTAN. Et c'était remarquable. Bon, on a exactement la même chose actuellement. Hein, on se fait enfumer sur la réalité. C'est clair. Mais ça fait partie du jeu. C'est parce qu'il faut faire adhérer les populations au concept actuel, hein, avec tout ce que ça comporte. Voilà. Le bon, le méchant, c'est Star Wars. Hein. Il y a les blancs, il y a les mauvais. Voilà, tout. En réalité, hein, moi, je fais... C'est d'un côté, les Européens obtiennent de la Chambre Cour pénale internationale, qui est contrôlée par les Occidentaux, bien entendu. Hein, on obtient on met Poutine pour crime de guerre, et puis l'ONU, qui représente quand même tous les pays de la planète, 3 jours après, dit les crimes de guerre en Ukraine, les exécutions de prisonniers, il y en a des deux côtés. Ah! Alors ça, c'est une surprise quand même. Et si j'ajoute que la Cour pénale internationale qu'on utilise contre Poutine, l'accord pour la création de la Cour pénale internationale, les Américains ont refusé de signer. Ils ne font pas partie de la Cour pénale internationale parce qu'ils ne voulaient pas qu'on puisse accuser leurs soldats de crimes de guerre en disant c'est nous qui les jugeons et personne d'autre au monde n'a le droit de juger les citoyens américains. Et c'est eux qui vont demander à la Cour pénale internationale de condamner Poutine. Ça vous paraît pas un peu gênant, vous ? Ben justement, les Américains avaient menacé de mettre sous sanction les tribunaux donc, de la CPI. Oui. Si la CPI mettait condamné des officiers américains pour la guerre en Irak. Quoi. C'est ce que je vous dis. Hein, on a eu des massacres, il y a eu au moment du Vietnam, en Irak et partout, il y a eu des trucs épouvantables, hein, ou en Afghanistan. Il y a jamais il y a eu la moindre chose. Et là, hein, parce que c'est l'autre, c'est malheureux vaincu. Hein. Donc il n'y a plus aucun filtre de la propagande de guerre. Oui, mais ça fait partie de la manipulation. Ce que je vous dis, c'est ça la désinformation, si vous voulez. C'est l'autre, il a tous les torts. Bien, l'ennemi a tous les torts. Mais alors, c'est normal, quand vous vous battez, vous n'allez pas dire que l'ennemi est sympathique. Bon. Seulement, seulement, quand vous êtes le belligérant, que vous faites la guerre, que vous dites l'autre est un salopard et un traître et il faut employer tous les moyens pour le battre, ok. Mais quand vous êtes comme nous, un peu en dehors, hein, vous fournissez de l'armement et pas, il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut regarder, il faut raison garder. C'est ça qui est le problème. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que... Mais comment raison garder? Comment vous informez-vous? En regardant les informations qui paraissent de partout, mais pas uniquement d'un côté. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est regarder les deux côtés. Ben, quand je vois l'OTAN qui dit il y a 180 000, par exemple, hein, qui vous dit il y a 160 000 ou 180 000 blessés du côté russe et tués du côté russe, bon, mais nous, on est formidables. Bon, et puis je vois le Mossad qui a publié un article aussi, Mossad, hein, les Israéliens, qui disent il y a 180 000 morts et blessés du côté ukrainien. Alors, qu'est-ce que j'en tire? C'est qu'il y a le même nombre de morts et de blessés des deux côtés. Alors, si j'écoute les Russes, ils vont dire c'est pas vrai, parce que nous, on utilise l'artillerie pour les tuer, et nous, ils ne nous tuent pas pendant ce temps-là. Ouais, mais quand chaque fois qu'ils font un assaut, ils ont des pertes aussi. Donc, bon, indiscutablement, ce qu'on peut dire, oui, c'est que des deux côtés, il y a des pertes colossales. Et qu'à ce moment-là, ben, comment ça va se terminer? Vous savez, c'est le vieux dicton, hein, et le combat se termina faute de combattants. Mais s'il en reste un vivant, c'est lui qui va gagner. Revenons sur les renseignements. Quel est le rôle de la DGSE là, actuellement, donc dans cette guerre? Son rôle est comme toujours, hein, d'avoir des informations, non pas sur le plan militaire, c'est le rôle de la DRM et des services militaires, mais d'avoir des informations sur ce qui se passe, par exemple, la situation en Russie. Hein.
comment Poutine est perçu en Russie, comment va l'économie russe, les accords des Russes avec les autres, les relations développées par les uns et par les autres. Si vous voulez, tout y passe. Quand on voit en Afrique, quand on voit le président de la CEDEAO, Macky Sall, quand il était président de la CEDEAO, président du Sénégal, hein, bon, qui va négocier avec Poutine pour la fourniture de céréales, bon, ben ça c'est des choses qui intéressent des gens comme la DGSE, parce que c'est très important de savoir quels peuvent être les accords qui sont passés entre les uns et les autres. Vous voyez ? Ça représente quoi aujourd'hui, la DGSE ? Beaucoup. Beaucoup, parce que dans le monde actuel, un grand pays ne peut pas imaginer de ne pas avoir de service de renseignement. Oui. C'est l'obligation. Donc, on a besoin d'un service de renseignement efficace. Donc, la DGSE, dans le cadre de sa mission, fait beaucoup de choses, couvre beaucoup de recherches et récupère beaucoup d'informations. Après, la DGSE, c'est comme tout service de renseignement. Il y a des choses qu'elle joue parfaitement et des choses où elle a plus de difficultés parce qu'on a moins d'informateurs, on est moins au courant, on a plus se tromper. Enfin, il y a plein de choses, hein, si vous voulez. Après le 11 septembre, tous les services occidentaux, dont la France, ont été plutôt focalisés sur une menace asymétrique, donc c'est la lutte contre le terrorisme islamiste. Oui. Est-ce que c'est du passé maintenant ? Est-ce que c'était la bonne chose à faire avec du recul ? Je pense malheureusement, il faudra encore des années pour que le terrorisme islamique disparaisse. Indiscutablement, les pays arabes, alors l'Arabie Saoudite, le Qatar, enfin, les grandes familles des pays arabes, parce que c'est très compliqué cette histoire-là. Les grandes familles de certains pays arabes ont soutenu, on sait très bien, le terrorisme islamique au nom de l'islam. L'islam wahhabite ou autre. Bon. Et on a vu un développement très important. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'argent. Il y avait des gens qui les poussaient derrière, hein, c'est clair. Hein. Bon. Aujourd'hui, ça s'arrête. MBS, si vous voulez, le vrai patron de l'Arabie Saoudite, hein, Mohammed bin Salman, lui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne va pas favoriser les islamistes. Hein. Mais pas du tout. Hein. Bon. L'accord avec l'Iran devrait, de ce côté-là aussi, calmer le jeu. Quoi qu'on en dise, aurait calmé le jeu. Bon, les Qataris, il y a eu, parce qu'ils hébergeaient les frères musulmans, qui étaient une des bases de l'islamisme radical, il y a eu un blocus qui a été fait contre le Qatar par les Émirats, les autres, hein, l'Arabie Saoudite et d'autres pays, en disant ça suffit, arrêtez ça. Bon, il y a eu un accord, mais indiscutablement, les Qataris s'amusent beaucoup moins qu'avant à financer les mouvements islamistes. Donc tout ça fait que peu à peu, si vous voulez, quand il n'y a pas d'argent, quand il n'y a pas de base arrière pour se refaire une santé, et quand il n'y a pas d'argent, en général, ça descend peu à peu. Et je crois qu'on est dans ce processus. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore des excités qui peuvent faire des... essentiellement individuellement, ou en tout petit groupe, ne peuvent pas encore faire des choses. Il faut se méfier. Mais on est sur la pente descendante, si vous voulez. Indiscutablement, on est sur la paix au Moyen-Orient qui est en train de s'installer sans le contrôle des Occidentaux. C'est ça qui est très important aussi, hein, sans les Occidentaux. Le fait que les Syriens se sont vus avec les Turcs, que les Saoudiens se sont vus avec les Iraniens, le fait que les Émiratis et les Saoudiens aient aidé la Syrie à se refaire après le tremblement de terre, alors que les Occidentaux l'ont laissé tomber. Hein, alors que, bon, c'est de l'humanitaire. Alors on voit bien que l'humanitaire est tendancieux quand même. Hein. Vous voyez, il y a eu plein de choses comme ça qui fait que les choses sont en train de changer dans toute la zone. Et ça, c'est très important, parce que c'était de là que ça partait. À partir du moment où ces gens-là, ça se calme, il n'y a pas de raison que ça continue chez nous. Alors, si, ça continuera chez nous, dans les zones chez nous, les zones de non-droit, comme on dit, où il y a encore des gens qui prêchent le djihad et l'opposition. C'est contre ça qu'il va se battre.
Mais ça va être plus des problèmes internes, si vous voulez, à des pays comme les nôtres, que des problèmes internationaux. Le terrorisme a été pendant des années un problème réellement international. Il est en train de revenir à une échelle, progressivement, à une échelle nationale. Et donc les services de renseignement ont eu raison de se focaliser là-dessus pendant 20 ans. Ils ont eu raison parce que c'était un danger terrible. C'était un danger terrible et on l'a vu. Il y a eu des développements terribles. Il fallait faire très attention et on ne pouvait pas s'en sortir au niveau international s'il n'y avait pas une coopération entre tous les services pour lutter contre ça. Et c'est très intéressant. Il y a eu une coopération générale. Tout le monde, on le voit maintenant, tout le monde s'est entraidé sur le plan du terrorisme. Le Maroc, pour donner un exemple, le Maroc qui est aujourd'hui un pays qui a des difficultés avec la France, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne s'entend plus du tout. Mais le Maroc a été un des principaux contributeurs pour nous aider à lutter contre l'islamisme. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient mieux placés que nous pour savoir ce qui se passait. Donc il y avait des échanges dans tous les sens. On sait que les Algériens nous ont aidés aussi. Enfin, oui, mais c'est pas une question là, de relations amicales ou pas amicales avec les pays. C'était une question générale, d'intérêt général. Il fallait casser cet islamisme radical qui pouvait mettre en danger tout le monde. Et aujourd'hui, on voit bien que ça retombe et qu'on est en train de rebasculer sur un terrorisme qui est plus d'essence, je dirais, nationale. Djihadiste peut-être, mais national. Donc, c'est d'autres techniques et d'autres approches qu'il faut faire. Vous l'avez vécu pleinement. Comment les services de renseignement français ont abordé la fin de la guerre froide ? Pratiquement dès la fin de... À partir du moment où vous avez eu la chute du mur de Berlin... Une totale réorganisation, j'imagine. Ah oui, non, attendez, mais ça voulait... Quand vous dites, regardez la fin de la guerre froide, on a vu à ce moment-là, il y a eu... La Russie était dans un état désastreux, économiquement parlant. On a vu, c'est arrivé le règne des mafias, des oligarques et autres qui étaient arrivés, qui ont pris le pouvoir à coups de revolver. Ils ont pris le pouvoir, ils ont pris le contrôle de tout. Donc tout allait très mal, mais c'était un champ, je dirais, toute cette zone, il fallait la découvrir, en définitive. Elle était différente. Les pays qui se retrouvaient indépendants, quand on parlait de la Pologne, la Hongrie et autres, ils retrouvaient un autre mode de vie. Mais ils réapprenaient, en définitive, un mode de vie qu'ils avaient connu avant de tomber sous le joug communiste. La Russie, elle avait vécu sous le joug communiste, mais très vite, on a vu, par exemple, qu'elle était en train d'évoluer, de retrouver les principes de la Grande Russie. Et la Grande Russie, c'est pas le communisme. Si vous voulez, c'est ce qu'on oublie. Si vous voulez, aujourd'hui, la Russie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la Russie communiste. C'est clair et net. Est-ce que, ma question en fait se portait sur aussi le fait que les services de renseignement français ont sans doute peut-être abandonné ou un peu laissé de côté l'Europe de l'Est après donc 91. Oh non, je crois qu'on ne peut pas dire ça, simplement. Et laisser en fait la parole aux Allemands. Ça c'est autre chose. J'allais vous dire, on ne peut pas dire qu'on les a abandonnés ou qu'on ne les a pas intéressés, c'est pas ça. Mais il y a eu deux visions différentes, si vous voulez. Il y avait une vision française qui était une vision politique, en disant, ce sont des pays qui viennent d'acquérir leur liberté, on va les voir, on va les aider, on va voir comment on peut les aider dans différents domaines, très bien. Leur tendre la main. Et puis on avait à côté, mais ça on l'a pas bien vu, on avait l'Allemagne qui a compris très très vite que tous ces pays pouvaient devenir un support du développement économique allemand. D'abord parce qu'ils pouvaient devenir des zones d'exportation de produits allemands, mais deuxièmement, et c'est ça qu'on n'avait pas vu aussi, c'est qu'ils pouvaient devenir des lieux de production pour le compte de l'Allemagne, parce que la main-d'œuvre était moins chère, et donc les industries allemandes ont délocalisé, non pas dans les pays éloignés ou autres, mais dans les pays du nord de l'Europe, ils ont délocalisé quantité d'activités. La délocalisation par les Allemands a été faite dans cette zone-là, dans la zone des anciens pays de l'Est. La Mitteleurope. Eh oui. Et du coup, ils ont pris une importance non seulement politique, comme nous on cherchait à l'avoir, qu'une importance économique majeure.
C'est là la force. Et si vous voulez, quand on a compris ça, quand les Français se sont réveillés, c'était beaucoup trop tard. L'Allemagne avait mis la main sur toute la zone. Alors, ce qui se passe maintenant, justement, c'est qu'avec le développement de ces pays-là depuis progressivement et la guerre en Ukraine, où ces pays frontaliers sont en train de prendre leur indépendance, on le voit bien au niveau de l'Europe, hein, ils ne se laissent pas faire, ils ne sont pas d'accord, et bien là, l'Allemagne se retrouve perdant, je dirais, une partie de son pouvoir. D'où les difficultés allemandes actuelles. On a parlé tout à l'heure de propagande et de désinformation. Vous avez arrêté le 11 janvier 2022 vos chroniques sur RT France. Est-ce que vous avez été visionnaire ? Pourquoi vous avez arrêté ces chroniques ? Ah non, mais j'ai arrêté, parce que je racontais, j'ai arrêté parce que on arrivait, c'était fin décembre, il allait y avoir l'élection présidentielle française, et moi je ne voulais pas. J'étais sur RT, si vous voulez, avec une liberté totale. Hein. J'ai l'accord que j'ai passé avec RT, c'est un secret pour personne, je l'ai raconté à tout le monde. La patronne de RT m'avait dit, m'avait proposé de faire une émission, je lui avais dit non. Avec mon passé, je ne peux pas faire une émission sur RT, mais elle m'avait dit, écoutez bien ce que je vais vous proposer, vous choisissez vos émissions, vos thèmes, il n'y aura aucune censure. Et moi je lui ai dit, si c'est vrai, je vais le faire, mais à une condition, je vous préviens, c'est que si jamais une fois on me dit un mot, je quitte et je préviens toute la presse française que vous m'avez bloqué. Bon. Je veux dire que jamais je n'ai eu un mot, un commentaire. Et pourtant, il y a des fois où je n'ai pas été tendre avec la Russie et l'environnement international de la Russie. Donc, ça se passait bien. Mais quand il est arrivé l'élection du président de la République française, je me suis dit que j'allais me faire accrocher par certains bien-pensants qui allaient dire « Regardez, il parle de géopolitique internationale, mais sur une chaîne russe, c'est inacceptable. » Compte tenu, je vous rappelle qu'à ce moment-là, du côté du président de la République et de son équipe, il était dit que les Russes allaient faire des campagnes de désinformation en France et autres. Et moi, je ne voulais pas me retrouver mêlé même si c'était faux, à des histoires comme ça. Donc j'ai dit, j'arrête jusqu'après l'élection présidentielle, après on verra. Un mois après, invasion de l'Ukraine. Alors il y a ceux qui ont dit, juillet c'est le plus fort, parce qu'ils savaient qu'il y avait à avoir la guerre en Ukraine. J'aurais bien aimé, hein, mais malheureusement c'est pas le cas. Hein, je viens de vous expliquer. Et puis il y a ceux qui ont dit, bon, il est parti, voilà. Et donc, comment jugez-vous la fermeture de RT France et puis de Sputnik aussi ? Alors moi, je pense que c'est une erreur. Je fais partie de ceux, et là, je suis très américain, si vous voulez. Vous voyez, je ne suis pas, certains m'ont accusé d'être pro-Poutine, mais je suis très américain de ce côté-là. C'est pas pour rien que j'ai fait des études aux États-Unis, c'est pas pour rien. Aux États-Unis, la liberté d'expression, c'est sacré. C'est constitutionnel, c'est sacré. Vous pouvez dire ce que vous pensez. Et personne ne peut vous interdire de ce que vous pensez. En France, malheureusement, la liberté d'expression, elle est de plus en plus bafouée. Si vous n'êtes pas dans la pensée du système, eh bien, vous êtes rejeté par les médias. Ça me gêne énormément. Et alors, dans ce cadre-là, interdire une télévision ou une radio sous prétexte qu'elle n'est pas dans le sens... Hein, moi, ça me gêne parce que pour moi, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Si vous voulez, je suis pas fanatique des uns ou des autres, hein, loin de là. Hein, moi, je suis plutôt quelqu'un de posé et raisonnable, mais je trouve que chacun a le droit de s'exprimer. Et justement, quel est votre rapport avec la Russie aujourd'hui ? Ouais. Aujourd'hui et toute votre vie, en fait. Aucun. Ah si, j'ai travaillé... Non, il faut être honnête. Quand j'étais chez Ricard, quand je travaillais chez Pernod Ricard, comme directeur exportation de Pernod Ricard pour le monde, hein, il m'est arrivé de vendre en Russie des produits, du Ricard hein, et des alcools. Est-ce qu'ils aiment ça ? Et de leur acheter de la vodka. Non, ils n'aimaient pas parce qu'on y mettait de l'eau. Là, le Ricard avec de l'eau, c'est pas bon. Par contre, ils aimaient bien le cognac. Hein, et on a vendu de l'eau de vie française. On leur a vendu de l'eau de vie à l'époque. Moi, je vous parle à l'époque de Brejnev. Hein. Ouais. On a vendu de l'eau de vie. En contrepartie de quoi, on leur achetait de la vodka, de la Solichnaya à l'époque. Hein, qui était une vodka qu'on importait, qu'on vendait. Donc, ouais. Qui était russe à l'époque. Ah oui, Solichnaya était russe, totalement russe. Donc, vous voyez, c'est pas... Mais je ne peux pas dire... Oui, j'ai été en Russie à l'époque, il y a très très longtemps. Hein.
Aussi, deuxième question assez un peu provoque. Alain Juillet, vous avez été accusé dans un article du Parisien de plaire aux complotistes et d'avoir un discours pro-russe. Ah oui, bah oui, justement, ce que... Vous leur répondez quoi? Le ridicule ne tue plus. Si vous voulez, c'est de prendre une position neutre ou de dire ce que vous dites n'est pas tout à fait exact. Moi, quand je dis Victoria Nuland a déclaré au Congrès américain en janvier 2021, oui, c'était 2021, pardon, 22, pardon, 2022, a déclaré au Congrès américain, on a investi 5 milliards de dollars pour renverser le gouvernement à Maïdan et mettre un gouvernement pro-occidental, j'ai pas l'impression que je suis pro-Poutine. Mais pourtant, ces gens dont on parle vont dire c'est scandaleux. Alors scandaleux pourquoi? Vous ne devriez pas le dire. Ah, et pourquoi je ne devrais pas le dire? Vous voyez? Arrêtez. Moi, je suis, par mon métier, vous avez dit, j'ai été directeur du renseignement, j'ai fait de l'intelligence économique, donc moi, je suis un homme du renseignement, économique, politique ou autre, et moi, j'ai appris une chose, c'est les faits, les faits, les faits. S'il n'y a pas de faits, si on est dans l'émotionnel, ça n'a aucune valeur. Vous voyez? Et donc, je ne me laisse pas avoir. Et puis, je me laisse d'autant moins avoir que j'ai vécu dans le passé tellement de manipulation de l'information. Moi, il y a une époque où la plupart des gens, les journalistes en particulier, la jeune femme du Parisien, elle n'était pas née à ce moment-là, mais moi, je l'ai connue avec l'Irak quand on me disait il y a la bombe atomique en Irak. Et que nous savions que c'était faux. Nous savions que c'était faux. Moi, j'ai entendu Powell à l'ONU dire vous vous rendez compte, ils ont la bombe atomique et ils vont nous mettre du gaz et puis nous montrer, pour justifier qu'il allait envoyer, Saddam Hussein allait mettre du gaz, il nous montrait un ballon sonde météorologique. Bon. Alors les gens qui ne savent pas, évidemment, ils voient un truc, ils disent peut-être. Mais quand vous savez, vous dites c'est pas possible, c'est un truc pour gonfler des ballons sondes, ça n'a rien à voir avec du gaz de combat. Vous voyez? Alors, moi, c'est ça, si vous voulez. Quand moi, je fais partie de ceux qui essaient de voir la réalité, avec les bons et les mauvais côtés, de chaque côté. Alors moi, les mêmes d'ailleurs qui m'ont traité de pro-Poutine, complotiste et autres, ils m'ont insulté. Je me suis fait insulter par les autres quand j'ai dit que Zelensky était devenu un vrai chef de guerre. Zelensky, qui était un fantoche entre les mains d'un oligarque quand il a été élu, s'est révélé. Il a trouvé un rôle extraordinaire, c'est pas un rôle de composition, s'il le ressent, c'est un chef de guerre. Et il a su mobiliser ses troupes, il dirigeait les trucs. Bon, il faut reconnaître. Bon, avec un culot monstre, en désinformant chaque fois qu'il faut. Mais ça fait partie du jeu, si vous voulez. Et moi, je vais pas dire c'est mal. Il fait son truc et il le fait très bien. Alors, ça ne m'empêche pas, si je regarde aussi, de vous dire... Il est formidable, mais il y a des fois, il va quand même un peu trop loin, il raconte des trucs qui sont quand même trop énormes. Il ne devrait pas faire ça. Parce qu'il faut faire attention quand même. Mais il est bon. Donc en disant ça, j'ai pas l'impression d'être pro-Poutine, vous voyez. Donc on est en guerre de l'information, guerre économique. On est en guerre économique, et là on l'a perdu. Ça c'est clair. On est en guerre de l'information. Là, je pense que les Occidentaux, non. Je pense que l'OTAN a gagné, mais exactement comme l'OTAN avait gagné dans les Balkans. A gagné contre qui? Gagné, c'est-à-dire que si vous voulez, a imposé sa vision. Mais où? Partout. Chez nous, la vision qu'on a de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine, c'est la vision de l'OTAN. Mais pas partout dans le monde. Mais comme dans les Balkans. Dans les Balkans, regardez, souvenez-vous du Kosovo. L'OTAN a réussi à nous faire croire que le Kosovo, c'était quelque chose de formidable. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un État qui est un État mafieux. On a mis en place, au cœur de l'Europe, un État qui est totalement mafieux. Et dont le chef, Taci, a été enfin, après, vous vous rendez compte, après 30 ans, a été reconnu par le tribunal à La Haye, comme ayant pratiqué sur les prisonniers serbes, des trafics d'organes. Pas terrible quand même pour un chef d'État. Et condamné pour ça. Donc c'est vous dire, c'est bon. On sait qu'on a au cœur de l'Europe, on a monté un État mafieux. Bon, il n'y a pas de gloire à en tirer. N'empêche que quand vous regardez l'époque
avec les communiqués victorieux de l'OTAN et tout, bon, ben, c'était pas du tout ce qu'on nous présentait. On nous a menti sur toute la ligne. Mais bon, ça fait partie de la désinformation dans le cadre de la guerre, où on raconte. Et puis il y en a qui sont meilleurs que d'autres et qui font passer des idées qui sont aussi fausses que les autres, mais c'est celles qui passent. Oui, mais le discours de l'OTAN ne porte plus en dehors de l'Occident. Ah, mais c'est le problème. C'est Donc, qu'à est-ce qu'il a l'époque, on a vraiment pu gagné ? faire croire à beaucoup de peuples ce qui se passait, nous, notre vision des choses, ce qu'on voulait qu'ils croient. Aujourd'hui, ben, on l'a vu à l'ONU et ailleurs, ben, c'est plus pareil. La plupart des peuples, en définitive, l'Occident fait bloc dans cette guerre en Ukraine, mais en dehors de l'Occident, il n'y a plus personne. Si, il y a des gens qui font partie des alliés de l'Occident. Il y a le Japon, la Corée, l'Australie. Mais ailleurs, il n'y a plus rien. Donc ça reste une guerre occidentale. Totalement, une guerre de blancs. Une guerre de blancs entre des blancs. Merci beaucoup Alain Juillet. Merci à nos auditeurs et aux internautes de nous avoir suivis pendant cette émission passionnante. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager cette vidéo. Encore un grand merci à vous Alain Juillet d'avoir accepté notre invitation et très bonne soirée à tous. Merci et à bientôt peut-être. Au revoir.